Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. En février 2023, au Festival international des Jeux de Cannes, j'ai rencontré Charlotte Noailles, directrice de communication et du marketing chez Funforge. Elle a pris le temps de me parler de son profil de joueuse, mais aussi de son parcours professionnel et de son métier. L'idée était aussi d'en savoir plus sur le fonctionnement de la maison d'édition, sur l'équipe de Funforge, sur son organisation et ses projets ludiques. Alors je suis ravie d'être avec Charlotte Noailles, directrice de communication chez Funforge. Salut Charlotte. Salut. Alors du coup Charlotte, j'aimerais qu'on parle, avant qu'on aille sur Funforge, que tu me parles un peu de ton parcours ludique. Déjà peut-être comment tu es tombée en amour avec le jeu. Oui, alors ça fait un petit bail maintenant, parce que j'ai 35 ans, donc à l'âge de 16 ans j'ai découvert les jeux. Parce que j'étais dans une famille où on jouait très peu aux jeux de société et j'avais un groupe d'amis à 16 ans qui jouaient beaucoup au Munchkin et à Elixir. C'est les deux jeux auxquels j'ai énormément joué. Il n'y avait que ces deux-là à l'époque, il n'y avait pas une énorme offre non plus. Et je me suis dit, mais c'est génial, il y en a forcément d'autres. Et j'ai vu qu'il y avait des jeux allemands, des cubes en bois, Eurogame, etc. Et j'ai commencé à m'y intéresser et à essayer de trouver même des jeux de société chez mon grand-père, chez mon oncle, voir s'ils n'avaient pas des jeux qui traînaient dans les placards. Et j'ai commencé vraiment à me passionner pour ça. Et par contre, j'ai eu un peu de mal à trouver des jeux qui me tentaient. Et puis c'était un sacré budget à l'époque, les jeux de plateau. Quand tu as 16 ans, tu n'as pas forcément les moyens. Du coup, je suis allée sur le jeu de rôle. En fait, j'ai commencé par les jeux de cartes. Je suis surtout passée ensuite sur le jeu de rôle Vampire la Mascarade, l'Appel de Cthulhu, Donjons et Dragons. Et le jeu de société, c'est vraiment revenu vers mes 22 ans où j'ai commencé à jouer activement chaque semaine avec mon groupe d'amis. Et j'ai jamais arrêté depuis. Tu as aussi embarqué les amis aussi, parce que c'est pas toujours évident de trouver du monde. Non, souvent on est un peu tout seul, et puis on rencontre quelqu'un d'autre qui est tout seul, qui n'a pas d'amis qui jouent, et on arrive à former un groupe de 4. Et là, en l'occurrence, on joue toujours à 4 avec le même groupe de joueurs tous les lundis. Parfois, il y a une personne de plus qui se greffe, etc. On essaye d'être inclusif, de proposer. Mais on a notre groupe, et tous les lundis, on joue. Et puis, je joue aussi dans ma vie personnelle. Et en solo aussi. Le jeu solo, pour moi, c'est hyper important, même si certaines personnes trouvent ça bizarre. Mais... Ah ouais, c'est super que ça soit développé de plus en plus, les modes solo, oui, parce vrai. que voilà, ça évite la frustration de plein de joueurs. C'est ça. Et puis parfois, c'est juste que tu n'as pas les gens, et puis il est 22h le soir, et tu te dis pourquoi pas lancer une aventure, un jeu de plateau narratif ou un jeu de cartes de deck building, et moi j'aime beaucoup le faire. C'est souvent improvisé, les jeux solo. J'organise jamais rien. Je me dis, tiens, ce soir, maintenant, tout de suite, j'ai envie d'y jouer et je vais y jouer. Plutôt que de regarder une série sur n'importe quelle plateforme. Oui, les séries, c'est drôle que tu parles de ça. Moi, je n'en regarde jamais. Ok. Sauf dans des univers spécifiques comme The Last of Us. J'ai adoré les jeux vidéo. Ça m'a parcouru pendant des mois et des années après. Ce sont des jeux qui m'ont hanté, tellement c'était bien écrit. Et du coup, la série, forcément, je vais la regarder parce que ça me parle. C'est un univers qui me parle. Mais sinon, je n'ai pas Netflix. J'ai aucun abonnement, je regarde pas de films non plus, sauf au cinéma. Et alors, quel type de joueuse tu es ? Qu'est-ce qui te plaît ? Alors moi, ce qui me plaît sont les jeux difficiles, donc souvent ce sont des jeux coopératifs. J'aime bien les Eurogames et j'aime beaucoup les jeux de gestion aussi, mais mes jeux préférés sont les Ameritrash et les jeux narratifs du type les Contrées de l'horreur ou les Demeures de l'épouvante ou du deck building avec Horror Arkham. C'est très Lovecraftien. Hein. Ouais, je suis assez fan de ça aussi, c'est pour ça. C'est sympa qu'on joue ensemble un jour. Oui, il va falloir. Mais tout ce qui est difficulté, malchance avec les dés, malchance avec les tokens que tu pioches dans un sac, moi ça me dérange pas le chaos. C'est de s'adapter au chaos qui m'intéresse. Même si ça se passe mal et que là on vient de prendre une blessure ou une santé mentale, je trouve que c'est vraiment chouette de s'adapter et de voir comment on peut tirer le maximum de cette situation pourrie. Nous, une grosse joueuse de Nemesis aussi. Oui, voilà. J'ai joué encore dimanche et Nemesis c'est très, ça tranche énormément les gens. On a joué à 4 dimanche et les 3 autres joueurs ne connaissaient pas du tout Nemesis. 2 ont adoré et la 3e personne a détesté. Elle a trouvé que c'était... Alors déjà Alien ça lui parlait pas. Le vaisseau non plus, le mode de déplacement, la frustration de devoir attendre son tour. Et du coup, non, il y a une personne... Bon, la majorité des gens adorent Nemesis, mais en tout cas, elle préfère les jeux de gestion, donc forcément, ça n'allait pas marcher. Et alors, dans ton parcours professionnel, tu peux m'expliquer un peu ton parcours professionnel et comment tu es arrivé à allier vie pro et une passion ? Alors, à la base, moi, j'ai fait des études de communication, mais je voulais être journaliste de métier. D'ailleurs, je l'ai fait un petit peu après, mais j'en parlerai.
J'ai fait du coup un master de communication, j'ai fait un stage dans une agence de communication. J'ai découvert l'attaché de presse qui bossait dans cette agence et qui était super sympa. Et je me suis dit, c'est cool, je vais traîner un peu avec lui. Il m'a présenté des journalistes et je me suis dit, je veux vraiment faire ce métier-là. En fait, ça a été compliqué, donc j'ai démarré sur de la communication en jeux vidéo. Okay. Ce qui est très cool parce que je voulais absolument rentrer chez Ubisoft. Et je suis rentrée chez Ubisoft. Ah oui, donc quand même, oui, c'est pas n'importe qui. Ouais. J'ai bien insisté, j'ai appelé les RH, j'ai fait des CV, je voulais absolument rentrer. Et du coup, j'ai été prise en stage pendant 9 mois. Mais j'ai pas aimé ce que j'ai vu du jeu vidéo dans le secteur marketing. Les autres départements, ça s'éclatait bien. Les développeurs, un petit peu moins, je t'avoue. Très pressurisés de ce que j'ai vu. Et moi, j'ai appris tout mon métier là-bas, mais j'ai pas aimé. Je voulais pas y rester. Okay. Mais par contre, c'est une super expérience, c'est une super école de la vie. Et tous les gens qui sont passés par là apprécient beaucoup d'être passés par là. Très formateur. Très formateur, oui. Donc j'ai fini mon stage, j'ai commencé à chercher un travail. Et là, il y avait Activision qui recrutait. Enfin, Activision. C'était l'agence de communication qui s'occupait d'Activision. Vision, ils cherchaient quelqu'un spécialisé dans le jeu vidéo. Donc, comme je venais de sortir du jeu vidéo Ubisoft, ils m'ont pris. Et après, j'ai été débauchée au bout de 3 mois pour travailler en interne chez Activision. Ok. Et j'ai encore moins aimé que... Ah bon? Décidément. Pourtant, j'adore le jeu vidéo, mais ce que j'y ai vu, finalement, allier la passion pour quelque chose, ça peut fonctionner, mais dans le cas du jeu vidéo, pour moi, allier passion du jeu vidéo et métier professionnel, ça n'a pas marché. Ça n'a pas matché en final. Ouais, tu n'avais peut-être plus envie de voir de jeux vidéo finalement. En fait, j'avais plus le temps de jouer. C'était qui était paradoxal. C'est tu travailles 7 jours sur 7, tu es assez corvéable à merci dans la communication en jeu vidéo. Il faut répondre à toute heure, le dimanche, le soir, quand les youtubeurs te posent des questions, et ils ont le droit, tu es là pour ça. Donc du coup, j'ai arrêté, je me suis mis en freelance pendant 2 ans et demi, et c'est là que j'ai été journaliste pour des piges, pour Ça m'intéresse Histoire, Geek Magazine et Ravage Magazine. Et je crois que j'ai oublié un magazine, j'arrive toujours plus. Et Jeux de rôle magazine, je l'ai dit, Jeux de rôle, oui. Jeux de rôle magazine, voilà, avec Sébastien Sellerin et un autre rédacteur en chef avant. Et je faisais aussi de la communication en tant qu'attaché de presse en parallèle de ces piges, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué de vivre de ces piges, malheureusement. C'est clair. En tant qu'attaché de presse et community manager pour Hachette. Okay. Sur la gamme de livres Gastronogeek, je ne sais pas si certaines personnes connaissent, ce sont des livres de cuisine inspirés d'univers imaginaires. Donc, il y a des recettes inspirées de Zelda, des recettes inspirées de One Piece, de Dracula. Tout ça, moi, je faisais la communication sur les médias geeks. Et c'est là que Philippe, du coup, le fondateur de Funforge, m'a contacté en disant « J'ai entendu parler de toi, je sais que tu es freelance ». Et Philippe m'a dit « Je voudrais que tu fasses la promo d'un jeu qui s'appelait Titan Race à l'époque. » Et je lui ai dit « Je ne peux pas l'assurer, je suis désolée, je suis déjà pleine, je ne vais pas faire un bon travail si je prends cette mission et je ne veux pas ne pas faire un bon travail. » Il m'a dit « Bon, d'accord, je t'embauche. » C'est super. Ouais, et du coup, quelle année 2016. Du coup, il m'a fait la proposition fin 2015. Okay. Et j'y croyais pas, je croyais que c'était une blague, je croyais qu'il blaguait. Et puis j'ai reçu la promesse d'embauche. Et c'était pas une blague, parce que quand je suis allée le voir, Philippe, c'est quelqu'un de très humain, avec un feeling. Il arrive à sonder les gens au feeling. On n'a pas fait d'entretien. Je suis juste venue au bureau, on a papoté, on a bu une bière. Je suis repartie du bureau, j'ai reçu une promesse d'embauche. Donc c'était quand même assez atypique. Et depuis, ça fait 7 ans que je suis chez Funforge. Ok, donc en mission principale de responsable communication et oui. Marketing. Marketing, communication et community management sur les pages Kickstarter. Et tu es toute seule sur cet aspect-là? Oui, toute seule. À un moment donné, j'avais des stagiaires. Après, j'ai eu une junior. Et on avait dans l'idée ensuite d'agrandir l'équipe pour dimensionner la boîte pour du Kickstarter. Kickstarter, ça a été compliqué pour nous. On a décidé d'arrêter. Donc du coup, on a redimensionné la boîte à petite échelle. Donc on n'est plus que 7 salariés. Et je suis la seule à assurer les missions de communication, même si je précise que Charline s'occupe du TikTok, car je n'ai aucune appétence pour TikTok. Ouais, puis nouveaux médias un peu, effectivement. Faut avoir envie de se coller forcément à un nouveau réseau. Exactement. Alors, justement, tu parles de 7 personnes. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le fonctionnement de Funforge? Quels sont les métiers? Philippe, c'est le directeur artistique de Funforge et c'est le fondateur. Et c'est également le gérant. Donc c'est lui qui s'assure que les factures, que les productions partent bien en temps et en heure. Et il nous laisse une énorme autonomie sur ce qu'on fait. Donc il veut juste que tout se passe bien. Il est là pour chapeauter, mais on est vraiment très autonomes les uns les autres. Donc lui, c'est le chef. Juste en dessous ou à côté de lui, enfin, peu importe comment on en parle, mais il y a Claude, qui est son associé, son bras droit, qui s'occupe de tout ce qui est légal, tout ce qui est contrat aussi. Quand on décide de localiser un jeu ou de signer un prototype avec un auteur, il faut qu'il y ait un contrat pour cadrer tout ça, pour que ce soit légalement nickel.
Il fait énormément mais il fait beaucoup de choses, on en parlera après. Il fait des salons avec nous, on fait tous beaucoup de choses. En tout cas, il s'occupe de l'aspect légal, éditorial également. Bordé. C'est ça, que tout soit bien bordé, qu'il n'y ait pas de problème dans les contrats. Et c'est un gros boulot. Donc en termes de distribution à l'étranger, c'est un gros boulot. Ensuite, on a, si je reprends, il n'y a pas vraiment de hiérarchie là-dedans. Il y a Gersand. Gersand, elle s'occupe. Alors, elle est office manager, donc elle s'occupe des relations avec le comptable, de s'assurer que les factures entrent bien dans un logiciel pour que Philippe puisse les payer. Elle fait aussi beaucoup d'éditorial, elle relit les maquettes, elle relit les traductions, elle voit s'il n'y a pas de coquilles et s'il n'y a pas de fautes, parce que même s'il y a des traducteurs qui font le boulot, parfois, quand ça rentre dans une maquette, il faut vérifier qu'il n'y a pas eu de saut dans la maquette, qu'il n'y a pas un calque qui est parti ou qui s'est décalé tout simplement. Donc voilà, elle fait plusieurs métiers radicalement différents en même temps, alors que moi, je fais des choses qui sont assez liées. Elle fait à la fois l'éditorial et la gérance de la maison, en fait. Okay. Ensuite, on a Thomas. Thomas, il est développeur de jeux vidéo en interne chez nous et c'est lui qui a développé le jeu vidéo Tokaido pour Steam, iOS et Android. Ouais. La vraie version d'un jeu, quoi, non pas. Oui, c'est pas un portage, c'est vraiment un vrai jeu vidéo 3D. Qui a été développé. Et là, il est en train de finaliser Crossroads, qui est la première extension pour Tokaido. Nous avons ensuite Charline, qui est graphiste, mais elle devient de plus en plus community manager aussi. Elle s'occupe d'implémenter les textes dans les maquettes fournies par les éditeurs dont on fait la version française. Okay. Donc évidemment, les éditeurs, ils ont un nombre de pages défini pour leur maquette. Par exemple, 10 pages. Et nous, on doit s'organiser pour que notre version française, elle rentre dans ces 10 pages. Donc on ne peut pas rajouter des pages. C'est une question qui revient souvent. Pourquoi vous n'avez pas plus aérer vos maquettes, pourquoi il n'y a pas plus de pages. En fait, sur cet aspect, quand on fait une localisation, on ne décide pas. Oui, on doit garder le graphisme, les images, les illustrations, c'est ça. Tout ça. Il faut absolument tout garder. Il y a des exceptions où parfois on peut revoir la DA, comme nous, ça nous est arrivé pour Agricola Famille. En fait, ce n'est pas la même direction artistique que la version de Lookout Games dont on a fait la version française. Mais ils ont accepté à nos frais. C'est-à-dire que nous, on a mis de l'argent pour refaire la direction artistique, pensant qu'elle était plus adaptée au marché francophone. C'est le cas. Okay. Après, il y a des gens qui trouvaient que c'était dommage que la direction artistique soit différente dans la version Agricola Famille par rapport à Agricola normale. Mais par rapport au marché, ça nous semblait mieux, plus moderne en tout cas au niveau des illustrations. Ok, donc parfois il y a de la marge de manœuvre. Oui, parfois il y a de la marge de manœuvre. Et Maude, que vous voyez sûrement aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup de photos, qui se déplace dans les boutiques, qui présente nos jeux en avant-première, les prototypes, qui a toujours un grand sourire et une patate incroyable et qui me donne toujours beaucoup de bonnes ondes quand j'ai beaucoup de messages à gérer qui ne sont pas toujours faciles, même si c'est mon métier, elle est toujours très positive. Ça fait du bien des personnes comme ça dans une équipe. Oui, c'est ça. Donc c'est elle qui envoie les newsletters pour tenir au courant les boutiques d'arrivée prochaine de stock ou de réassort, même quand on est en rupture de stock. Et elle est souvent sur la route pour aller dans les barrageux, les boutiques, pour présenter ce qui va arriver ou ce qui est déjà disponible. Alors ce qui est chouette, c'est que c'est effectivement une équipe qui se déplace en plus sur le festival. Là, on est au Festival international de Jeux de Cannes. Oui, il y a absolument tout le monde. Sur Cannes, pour nous, c'est important de ne pas avoir d'animateurs, pas parce qu'on ne veut pas faire appel à des animateurs, mais de vraiment pouvoir rencontrer les joueurs qui nous connaissent sur les réseaux sociaux ou à distance, mais pouvoir nous rencontrer et parler et discuter un petit peu quelques mots avec nous. C'est vital. En tout cas, sur Cannes, on a toujours animé nous-mêmes. Il me semble, oui, on a toujours animé nous-mêmes. Sur PEL, on peut faire appel à des animateurs, Paris est ludique, pour ceux qui connaissent, qui est un autre festival. Mais là, Cannes, pour nous, c'est primordial d'y aller. Ça fait aussi du team building. Parfois, on ne se voit pas. Certains sont en télétravail à distance. Là, on est content d'être tous ensemble. C'est un moment de cohésion aussi d'équipe. Oui, c'est ça. Ok, alors si on revient plus particulièrement donc, sur ton travail, Charlotte, est-ce qu'il a évolué au fil du temps de différentes années? Alors tu parlais qu'effectivement tu gérais pas mal les Kickstarter, donc c'était une mission, je me suis dit une grosse mission. Oui, une énorme partie de mon boulot. Quand j'ai été recrutée, Philippe m'a dit « J'espère que tu as pris ton armure en mithril ». Parce que c'est costaud, on n'a pas fait de communication sur la page Kickstarter, j'ai personne pour s'en occuper, tu vas t'en prendre plein la figure alors que c'est pas ta faute, mais est-ce que tu es prête à faire ce boulot-là de community manager? J'étais déjà community manager avant, et du coup j'ai dit oui bien sûr, et en fait ça a été, comme tu le dis, une grosse partie de mon boulot, c'était 70% de mon travail, de répondre aux gens, de les rassurer, de répondre à leurs emails, à leurs messages privés sur la page, d'essayer d'adoucir le contexte. Et je faisais un peu de marketing et de relations presse à côté. Mais ce qui me prenait vraiment majoritairement de mon temps, c'était le community management jusqu'à l'année dernière.
jusqu'à l'arrêt de la campagne Kickstarter Far Cry en janvier 2022, où du coup, comme ça a été arrêté, il y a beaucoup moins de messages à gérer, beaucoup moins d'emails à gérer. Et là, je peux me reconcentrer sur les relations presse, sur le marketing, sur les relations avec les médias, avec les boutiques, avec les joueurs. Donc, je suis beaucoup plus disponible qu'avant. Et combien de Kickstarter en fait tu as suivi comme ça? Alors, il y en a 2 que je n'ai pas suivis, mais on en a fait. Alors, je compte. C'est une bonne question. Attends, je suis en train de faire. Donc, il y a Tokaido Collector Edition, Tokaido l'Artbook. On a fait un artbook aussi, un Kickstarter pour la Farewell Edition. Ensuite, on a fait Monumental, un premier Kickstarter qu'on a annulé parce que les joueurs trouvaient qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans la campagne. On l'a annulé. Ensuite, on l'a relancé. Donc, c'est la première campagne de Monumental qui a été financée. Deuxième campagne de Monumental et Namiji. Moi, j'en ai assuré 7. D'accord. 7 campagnes Kickstarter plus un Ulule. Et tu me dis combien d'années que tu travailles? 7 ans. Ah, voilà. À chaque fois, c'est pour ça que je dis que c'était une grosse partie de mon travail, c'est que c'était vraiment très important chez Funforge, toute cette gestion de Kickstarter. Ah bah oui, je veux bien croire. Ouais. Chaud. Et alors, quelle est la partie que tu aimes le plus finalement dans ton travail? Ce que j'aime le plus, et ce que je n'ai pas fait pendant très longtemps, ce sont les salons. Aller dans les boutiques, rencontrer les médias, parler avec eux. Parce qu'être derrière un écran à répondre à des emails et des MP, honnêtement, c'est loin d'être passionnant. C'est passionnant parce que je parle de mon loisir que j'aime beaucoup, je suis passionnée par ce secteur-là. Mais c'est mieux de se voir, c'est mieux de se parler, c'est mieux de se téléphoner. Donc c'est l'humain qui m'intéresse avant tout. Parce que le jeu de société, c'est humain, on se retrouve ensemble autour d'une table. Moi, ça ne me passionne pas de répondre à des messages derrière un écran, très honnêtement. Même si je le fais quand même avec passion, mais je suis contente maintenant, je vais pouvoir rééquilibrer tout ça, toutes les missions. Et après toute cette phase aussi, effectivement, confinement, Covid et autres, forcément, les gens avaient aussi très envie de se revoir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du contact humain, c'est clair. Puis dans ce milieu-là, voilà. Oui. C'est bien les modes solo, comme on disait. Mais... Oui, les modes solo, c'est bien, mais je pourrais jamais ne jouer qu'au mode solo. J'ai besoin de ma partie, de rigoler avec les copains, parce que souvent ça part dans des débats politiques, des débats sociétaux en plus de la partie. Et c'est important de se voir, de discuter, de boire une bonne bière ou du vin pour ceux qui aiment bien, ou du whisky, mais c'est cool. Et est-ce qu'il y a un projet dont tu es particulièrement fier, sur lequel tu as travaillé chez Funforge? Oui, c'est celui qui nous pose, qui est toujours actif actuellement, c'est Monumental. Monumental, on doit livrer la deuxième campagne Kickstarter, mais ce jeu-là, il a changé ma vie dans le sens où j'ai jamais autant joué à un jeu, je me suis jamais autant impliquée dans un projet. C'est mon jeu préféré de tous les temps, alors que c'est pas un jeu ni coop ni Lovecraft, c'est vraiment du jeu de civilisation et du deck building. Et ça, j'en suis très fière parce qu'on l'a débugué, on l'a playtesté sur les heures de bureau, on finissait tard, on faisait nos missions en plus de tout ça, mais on a travaillé avec Matthew Dunstan, l'auteur, 2 ans et demi avant le premier Kickstarter. Et on a tout travaillé à fond pour qu'il soit peaufiné. Ça, j'en suis très fière. Avec le reste de l'équipe, on est très fiers de ça. Je voulais rebondir là-dessus. C'est vrai que toute l'équipe fait à ses missions propres, bien sûr, mais fait un peu tout et s'implique dans tous les projets. Oui, c'est exactement ça. En fait, on fait tous nos corps de métier, plus énormément de tests au bureau. On a une salle dédiée où on va tester des variantes que l'auteur nous a soumises. Parce qu'il est en Australie actuellement, donc c'est vrai que c'est compliqué. Les visios, c'est bien, mais c'est pas l'idéal. Nous, on a une salle décalage horaire. Oui, c'est ça, exactement. Déjà, le décalage horaire. Et puis lui, il n'a pas les machines. Nous, on a des machines de prototype. Donc, on peut créer le responsable. Ah, mais j'ai oublié François. Je me disais, j'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié François. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps dans l'équipe, il y a 2 ans quand même. C'est le responsable de production. D'accord. Et il est sur le salon également, et c'est lui qui fait tous les prototypes. Et donc, quand on doit essayer des jeux, voir s'ils sont bien, ou les débugger, les playtester, c'est lui qui prend ses machines, il lance ses machines, ses impressions, carton, plateau, dés, il fait de tout. Et on va tester la variante au bureau, voir s'il n'y a pas un problème dans la règle, voir si on ne peut pas l'optimiser, faire nos retours à l'auteur, et ça, c'est super. D'avoir un contact direct avec l'auteur, c'est super. C'est pour ça qu'on est tous crédités dans les remerciements de Monumental à la fin, comme playtester par l'auteur, parce qu'il nous a dit merci, j'ai vu tout ce que vous avez fait. et le jeu évolue. Enfin voilà, l'auteur a l'idée. Oui. Moi, c'est ça qui vraiment m'intéresse, c'est qu'effectivement, c'est un travail d'équipe, un jeu en fait. C'est pas effectivement Exactement. l'auteur a l'idée et l'éditeur, il a une part énorme dans la construction du jeu, alors que ça soit aussi bien sûr graphiquement, les choix éditoriaux, mais sur la mécanique, sur le fonctionnement. Oui, c'est tout ça. C'est un vrai travail d'équipe, comme tu le dis, parce que l'auteur, il peut avoir fait 50 parties, 60 parties. Il y a des choses qu'on ne peut voir qu'au bout d'un moment, dans des circonstances particulières. On a besoin, en tant qu'éditeur, de s'impliquer énormément dans les playtests. On va vraiment chercher la petite bête, on va chercher le truc qui ne va pas pour essayer de le débugger et améliorer le jeu. Donc c'est un vrai travail d'équipe.
Et pour l'auteur, c'est très agréable. Mathieu, il m'a dit, c'est fou, il y a plein de choses que j'aurais dû faire moi-même, mais vous le faites tellement plus vite parce que vous êtes tellement plus nombreux et puis vous me faites des retours et c'est super parce que c'est lui, c'est son nom sur la boîte et heureusement. Mais il dit, je sais ce que je vous dois aussi. Et il y a c'est d'abord un lien de confiance en fait. On se signe un jeu justement comme ça avec un auteur. C'est aussi ça qui est jaugé, c'est la confiance. C'est la confiance. C'est un travail de longue haleine. Combien de temps ça a mis pour ce jeu On a travaillé 2 ans et demi avant le premier Kickstarter sur le jeu. On l'avait repéré, c'était un jeu de cartes uniquement à la base. Nous, on a implémenté tout l'aspect plateau et conquête. Et entre le moment où on a commencé à travailler sur son prototype qu'on avait signé avec lui et la première livraison du KS, il s'est passé 4 ans et demi. Donc c'est vraiment... Là, on a pris... Par contre, c'est assez hors norme. On a pris beaucoup plus de temps que pour n'importe quel prototype, vu que c'était dimensionné pour du Kickstarter. En général, on n'a pas autant de temps à disposition en avance. C'est nous qui avons fait une petite folie. On voulait absolument sortir ce jeu et que ce soit parfait. Donc on a mis les moyens, on a mis beaucoup d'argent. Et ça, c'est un autre débat. Mais comment ça se passe justement quand un auteur il démarche, il va chercher un éditeur. Comment se fait la sélection chez vous Il y a un process particulier ou c'est vraiment le coup de cœur? Il n'y a pas de process, c'est ça qui est chouette avec les protos. Là, notamment, on a des auteurs qui passent. On n'avait pas prévu de rendez-vous, mais ils passent, ils montrent leur prototype. On va se dire, tiens, la mécanique est super bien. Hier, au Protolab, Claude est reparti avec un proto. Mes collègues ont joué hier soir. Il m'a dit, c'est super, il y a quelque chose. C'est vraiment un coup de cœur. Elles ont eu un coup de cœur. Moi, hier soir, je n'étais pas disponible, j'étais ailleurs en rendez-vous. Claude a eu... Donc on est déjà à 4 personnes qui ont adoré le jeu depuis hier soir. Et on ne connaît pas cette personne. On n'a jamais travaillé avec elle. La confiance, ça va être sur la durée, sur par exemple des gammes de jeux où on va développer plusieurs univers avec le même auteur. Il y a un vrai lien de confiance, il y a même une amitié qui se crée. Mais on n'a pas besoin d'être amis ou de connaître la personne avant de signer un jeu. C'est vraiment de l'humain, c'est du salon. On va tester ce proto, ok, on y va, on signe. Et puis on le sécurise en fait. En signant un contrat, on sécurise. Oui, voilà, que l'idée parte pas ailleurs en fait. Oui, parce qu'il y a plein de gens. Et donc il y a ces rencontres sur festival, effectivement. Et est-ce que vous en recevez aussi beaucoup des protos ? Alors on en recevait pas mal à un moment donné parce qu'on demandait aux gens de nous les envoyer, mais il y avait souvent des problèmes de règles, d'écriture de règles. Alors, quand on n'a pas l'auteur à sa disposition, c'est quand même plus compliqué de s'en approprier. Maintenant, les gens font des vidéos aussi. Le problème des vidéos pour une petite boîte comme la nôtre, c'est comme on fait beaucoup de choses. Peut-être que quand on est un éditeur avec une personne dédiée au prototype, au test de prototype, ça va plus vite et c'est plus facile. Nous, c'est mieux. On préfère vraiment que ce soit des rencontres sur des salons. On prend un prototype, on l'essaye et puis c'est un petit coup de cœur et on va y rejouer au bureau et on va le signer. Donc en fait, les jeux qu'on nous envoie, sauf si on l'a déjà testé par ailleurs sur un autre festival et qu'on demande à l'auteur de nous l'envoyer, on n'a pas le temps de les tester. On n'a vraiment pas le temps. Oui, je comprends. Combien ça représente de pourcentage la localisation et vraiment l'édition de jeux, de projets que vous portez? Ça, c'est compliqué comme question. Par rapport à quoi? Par rapport à votre catalogue, en fait. Oui, tout à fait. Tu veux dire édition... Pas dans le choix, excuse-moi. Oui. J'aurais pu préciser. Effectivement, dans votre catalogue, en fait, vous êtes... alors, peut-être ça va évoluer, mais... C'est vrai que c'est pas... D'une année à l'autre, c'est différent. Parfois, on avait une création originale et plein de localisations. Parfois, on n'avait que de localisation. Là, on va être sur... On n'a pas beaucoup de localisation pour cette année, en fait, pour 2023. On a 3 créations originales et 2 localisations. Donc déjà, on veut absolument réduire le nombre de jeux qu'on sort par an parce que le marché est saturé, c'est compliqué. Donc ça dépend vraiment des années. Parfois, c'est beaucoup de locs, parfois, c'est beaucoup de créations originales. Là, ça va être Donuts en création originale et Rune Masters, 2 protos. On va sortir Monumental et ses 2 extensions, donc ça sont des créations Funforge. Et on a pour l'instant Vampire la Mascarade en localisation, enfin en distribution, c'est pas notre jeu mais on le distribue. Et Binding of Isaac, qui est un jeu de Maestro Media. D'accord, ça se décide un peu... Ça se décide pas vraiment, il n'y a pas de stratégie par rapport à ça. On a un jeu coup de cœur qui est disponible en anglais ou en allemand, on a envie de le faire, du coup on va le faire. Mais on se dit pas il faut tant de localisations par an, on raisonne pas du tout comme ça. On raisonne en un terme très subjectif, c'est est-ce que ça nous plaît ? Est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce qu'on a envie de le pousser? Et dans ce cas-là, on le fait. Ça se passe comment? Du coup, une localisation comme ça, c'est quelqu'un de l'équipe a joué à ce Oui. jeu-là. On vient vous démarcher en disant voilà, on veut attaquer le marché français. Comment ça se passe? Souvent, c'est sur les salons internationaux comme Essen ou Nuremberg ou la Gen Con. Claude, il va souvent. Avant, j'y allais avec lui, ça dépend des années. Il va jouer à un jeu sur place et l'éditeur cherche
Un distributeur français, il va tester le jeu, il va dire j'ai ramené ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, on va le tester. Alors parfois, le reste de l'équipe n'aime pas ou voilà, ça marche pas, ou il y a un autre jeu dans le même genre qui va sortir chez nous, donc c'est un peu risqué d'avoir deux choses similaires en termes de style de jeu. Donc c'est toujours sur les conventions, finalement, on en revient toujours à ça, mais sur les conventions, les salons professionnels, que Claude, c'est souvent lui qui s'y déplace, revient avec un ou plusieurs protos, on les teste et après on signe le contrat. Il n'y a rien que mieux que les rencontres, de toute façon. Oui, c'est ça. Ouais. Puis on a l'impression qu'il nous ramène des cadeaux à chaque fois. On se dit, qu'est-ce qu'il nous a ramené? C'est le Noël avant l'heure. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, c'est vrai que Funforge, c'est aussi la distribution, effectivement. Oui. Donc, ça aussi, c'est une grosse partie du travail. Comment ça s'organise? C'est une excellente question qui va très bien avec l'actualité. C'est que c'était une énorme partie du travail, mais on est un petit éditeur. Et comme on fait moins de jeux, on a moins de références dans le catalogue. Et en fait, ça devient plus possible pour nous d'être distributeur. On ne peut plus s'auto-distribuer, donc on a signé avec Asmodée France. D'accord. Et on passe, tous les jeux Funforge passent chez Asmodée en distribution, de manière à être dans le catalogue Asmodée. Pour les boutiques, ça leur permet d'atteindre le Franco. Parce que là, chez nous... Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, alors le Franco, c'est quand tu commandes pour un certain montant, donc nous, c'est 150 €. Quand les boutiques commandent pour plus de 150 € de commande chez nous, elles ont les frais de port inclus, donc offerts. Mais comme on a moins de jeux dans le catalogue actuellement et qu'on va en avoir de moins en moins, pour atteindre le Franco, des 150 €, pour des petites boutiques, ça va être difficile. Donc on s'est fait cette réflexion en se disant, dans ce cas-là, il faut rentrer dans un gros catalogue, d'un gros distributeur. Il y a eu plusieurs distributeurs auxquels on a pensé et Asmodée nous a convaincus sur leur réseau de distribution. Ils sont très actifs sur les boutiques, ils ont énormément de commerciaux. Nous, on a une commerciale en interne, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Pour la partie, en tout cas, que vous éditez? Tout. Ouais, okay. Localisation. La localisation aussi. Ouais. D'accord. Ce qui fait qu'on reste éditeur, on choisit nos produits, on choisit ce qu'on fait, et puis Asmodée les distribuera. D'accord. Ok, ça marche. Il y a, je pense à Nemesis là aussi. Oui. Forcément, la distribution, elle s'est faite par choix que par Internet. Alors, le fait qu'on vende en direct sur le site, alors ça c'est vraiment un problème qu'on a eu. On a envoyé la newsletter pour les précommandes, pour lancer les précommandes, sonder les boutiques concernant Nemesis Lockdown et pour qu'elles gagnent leur marge boutique. Elles nous ont dit mais ce jeu-là, il va falloir qu'il soit à 200 € pour que je gagne un petit peu d'argent là-dessus, pour que vous gagnez de l'argent là-dessus. Et en fait, on a eu quelques boutiques, même pas moins d'une dizaine, qui nous ont dit on va vous en prendre. Et les autres nous ont dit ça va être trop cher pour le marché actuel, c'est saturé. Les joueurs hurlaient, je peux le comprendre, en disant ça va être trop cher pour nous, 200 €, vous vous rendez pas compte. Donc on a offert la possibilité, la solution, de le faire la vente en direct pour qu'il soit à 145 €, frais de port inclus. Et non pas 200 € plus les frais de port si on commandait sur une boutique en ligne. Une boutique en ligne qui ne serait pas celle de Funforge. Donc pour les gros jeux, il faut trouver des solutions comme ça. On est obligé de passer sur le site Funforge. Oui, rester dans la limite du raisonnable. C'est ça. Ouais. Sinon, on peut aussi perdre de l'argent volontairement, mais c'est pas l'idée. Et quelle est, dans ton métier, du coup, la part de relation que tu peux avoir avec les auteurs ou les illustrateurs ou voilà, tous les liens qu'il peut y avoir dans la chaîne créative? Alors moi, j'interviens surtout sur tout ce qui va être communication en amont, donc tout ce qui va être prise de photos des prototypes, organiser des dédicaces et des rencontres avec les auteurs. Là, par exemple, sur le Festival de Cannes, on a Antoine Prono qui présente son prototype tous les matins sur notre stand, et c'est moi qui ai organisé ça avec lui, de manière à ce qu'il puisse avoir ce lien relationnel très fort avec les joueurs, que les joueurs puissent avoir, ils adorent en fait rencontrer les auteurs, pouvoir lui poser des questions, savoir d'où l'idée lui est venue. Donc, moi, j'interviens vraiment purement sur l'aspect communication en amont, organisation de rendez-vous, organisation d'interviews, organisation de présence au festival. On les défraie parfois pour qu'ils viennent faire des dédicaces sur les salons. En tout cas, moi, j'ai un relationnel avec les auteurs qui me permet de leur organiser des interviews et des séances de dédicaces ou des séances de démo. On est dans la mise en valeur. Exactement, ouais. Okay. Et le contact, encore une fois. C'est ça, toujours le contact. Okay. Voilà, est-ce qu'il y a des envies d'évolution au sein de Funforge, aussi au sein de l'équipe? Enfin, voilà, quelles sont un peu les perspectives? Alors, les perspectives, ça va être d'être raisonnable. On l'a jamais été jusqu'ici. On a toujours fait des jeux comme Namiji ou Monumental sur Kickstarter, qui sont des jeux très coûteux et qui nous ont coûté beaucoup d'argent, et plus que ce qu'on a eu sur les pages de financement. On a eu beaucoup d'argent, mais on en a toujours rajouté plus pour en faire plus. Là, on va être raisonnable. On va essayer de dimensionner nos prix sur des jeux à moins de 30 € et dans la mesure du possible, pour les jeux experts comme Monumental, à 50-55 € maximum. Même si on gagne moins d'argent, on gagnera plus d'argent sur le volume. On veut vraiment lancer une gamme des jeux à 20 €, mais
proposer à l'intérieur quand même des plateaux, des dés, pas en faire uniquement des jeux de cartes, mais essayer de rationaliser au maximum pour correspondre au marché actuel. Donc on va vraiment réadapter toute l'équipe, enfin réadapter l'équipe, on ne change personne, mais vraiment avoir toujours en ligne de compte combien va me coûter le contenu du jeu. Si à l'intérieur je mets ça, ça et ça, est-ce que du coup je peux rester sous la barre des 20 € ou des 30 € ou des 50 €? Être raisonnable et beaucoup plus calculer nos coûts en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Et en termes de choses à venir sur les projets, est-ce qu'il y a des choses encore imaginables dans l'univers Tokaido, Namiji? Oui, ouais, ça c'est une bonne question. On n'arrête pas de nous demander un Tokaido junior, un Tokaido pour enfants. Parce que Tokaido Duo, ça se joue facilement, il n'y a pas de texte, mais il faut avoir 8 ans en général. Enfin, ça dépend si les enfants sont joueurs. Mais d'agrandir la famille tout simplement. Parce que dès qu'il y a un petit nouveau dans la famille, que ce soit Namiji, Tokaido Collector, Tokaido Deluxe, les gens adorent et ils ont envie d'avoir le nouvel opus, un peu comme Le Seigneur des Anneaux quand il sortait au cinéma, tu avais le volet 1 et puis l'année suivante tu avais le volet 2, etc. Une sorte de rendez-vous entre joueurs. Donc on veut développer la gamme Tokaido et on travaille actuellement sur un projet sur Monumental pour la suite de la gamme. Alors que les joueurs ne s'inquiètent pas, on m'a posé la question, oui mais du coup comme vous arrêtez les Kickstarter, si vous faites que la version token en boutique, moi j'ai les versions figurines. Alors si vous sortez de nouvelles extensions, j'aurai pas les figurines. Ce n'est pas du tout une nouvelle extension pour Monumental, mais c'est dans la gamme Monumental et ça reprend, je peux pas en dire trop, mais en tout cas ça reste dans la logique de ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire des jeux petits, mais à forte rejouabilité, à moindre coût, mais très beau et très bien produit néanmoins. D'accord. Ça, c'est alléchant déjà. Par rapport à Tokaido, etc., il y a déjà un travail engagé avec Antoine Boza? Eh bien, il est toujours en train de réfléchir. Non, en ce moment, il réfléchit toujours à plein de choses. Il travaille avec beaucoup d'éditeurs, mais il sait qu'il y a cette idée qui trotte dans sa tête, dans la nôtre. Et souvent, lui, c'est l'inspiration. D'un seul coup, Namiji, par exemple, ou Tokaido Duo, il réfléchissait à ces idées-là depuis longtemps. Et un jour, il a souvent des éclairs de génie, comme il dit à Philippe. Il va tester une idée, il va faire un proto, il va le présenter à Philippe, et puis ça va être la base du nouveau jeu. Donc il n'y a pas de temporalité, mais en tout cas, il est réfléchi. Mais on ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver. Oui, c'est ça. Peut-être chez un auteur, l'idée, elle arrive d'un seul coup. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas de pression là-dessus. On ne lui dit pas, là, on voudrait un Tokaido Junior pour cette année. Absolument pas. Déjà, ce n'est pas nous qui décidons. Et on préfère que ce soit un bon jeu auquel il réfléchisse pendant longtemps. Donc il sait qu'on a envie. Nayad, l'illustrateur du coup de toute la gamme, a très envie aussi. Il a des enfants en plus, donc ça lui parle. Ouais. Donc tout ça, ça chemine. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Par rapport à la licence du jeu Far Cry, est-ce qu'il y a des choses qui sont quand même prévues? Parce que vous l'avez encore la licence? Oui, on a toujours la licence et on a bien compris lors du Kickstarter que les gens voulaient la direction artistique officielle des jeux vidéo Far Cry. Donc nous, on va partir sur Far Cry 3, qui est le plus aimé de la communauté de manière générale. Et on va faire l'adaptation de Far Cry 3 en jeu de plateau, mais en gardant les mécaniques de Far Cry Beyond, parce que c'est des mécaniques qui avaient été éprouvées et validées par Ubisoft. Et les gens pourront du coup retrouver leur univers préféré et qui sera fidèle graphiquement cette fois-ci à Far Cry, tout simplement. Ok, donc ça c'est dans les cartons. C'est dans les cartons, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va le sortir. Il y a beaucoup de process de validation avec Ubisoft. Forcément, on a modifié l'histoire. L'histoire n'était pas la même que dans Far Cry Beyond, le Kickstarter. Donc on retravaille dessus, on le playteste à nouveau énormément pour être sûr qu'il n'y a pas de bug ou d'incohérence. Donc j'ai pas de date de sortie, mais en tout cas, c'est dans les clous. Je te propose qu'on termine sur un petit portrait chinois, un petit jeu, voilà, de 3-4 questions. Ça marche. Si tu étais un mode de jeu, tu serais lequel? Alors, tu as peut-être déjà plus ou moins répondu, mais solo, coopératif, semi-coop, ou plutôt... c'est dur. Alors, il y en a un que j'annulerais forcément, c'est semi-coop, même si Nemesis, j'aime beaucoup. Je dirais compétitif quand même. En même temps, c'est difficile. Coopératif ou compétitif? Non, coopératif. Je joue à beaucoup plus de jeux coopératifs quand je regarde un petit peu ce à quoi je joue, même si j'aime beaucoup le compétitif. Et je joue aussi au solo, donc c'est dur. Ouais, bon, c'est un truc compliqué. On va dire coop. Je pensais que tu allais dire semi-coop, parce que je savais que tu étais très fan de J'adore de Nemesis, ouais. Mais c'est pas un jeu et un style que je pratique suffisamment pour dire que c'est mon préféré, que c'est mon style préféré de jeu. Alors, si tu étais une mécanique de jeu? La pose d'ouvrier. Pose d'ouvrier? Enfin, sauf si tu veux un truc plus détaillé que la pose d'ouvrier, mais... ça me va, mais... Ouais, pose d'ouvrier, j'adore. Quelle raison? Je sais pas. J'adore poser mon cube ou mon meeple sur un lieu,
que voulait celui d'à côté et du coup l'emplacement n'est plus disponible. J'aime bien cette petite sensation de blocage. Ok. Et si tu étais un thème de jeu, un univers? Alors un univers, très bonne question, ce serait le post-apo. Post-apocalyptique, j'aime beaucoup ces univers-là parce que ça aborde des sujets matures en général. Et je sais pas pourquoi j'aime bien quand je m'amuse, en fait, pas m'amuser. Non, mais être dans des sujets comme ça qui me parlent d'anticipation un petit peu, j'aime bien. Ok. Et si tu étais un auteur de jeu? Alors là, un auteur de jeu, oh là là. Attends, il faut que je réponde vite, je réfléchis. Le premier qui te vient. C'est trop difficile, il y en a tellement. Un auteur de jeu parce que je l'aime énormément et que j'ai tissé une relation d'amitié avec lui, ce serait Matthew Dunstan dans ce cas-là. Ok. Encore une petite dernière question. Qui tu aimerais entendre à mon micro sur un prochain podcast? Alors j'aimerais beaucoup... c'est une bonne question, il y en a tellement. Alors oui, on m'a parlé d'un jeu qui s'appelle Heredity et qui va sortir, je ne sais plus qui est l'éditeur, mais il va falloir chercher sur internet. D'accord. Mais c'est du post-apo, c'est un jeu qui va sortir et je me dis, comme je ne sais absolument rien ni de ce jeu ni des éditeurs puisque je n'ai même pas le nom, ça serait pas mal d'avoir une interview de ces gens-là. Bon faut que je cherche. Okay. Désolée, ça donne du boulot. Merci beaucoup Merci Charlotte d'avoir accepté cette interview, ça fut très, très sympa. Merci beaucoup, à toi. Et je te propose de terminer avec notre petite phrase habituelle. Oui. Alors avec Charlotte et Funforge, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi. À bientôt pour un nouvel épisode.